fasse quelque chose qui lui plaise, qu'elle éprouve du plaisir. S'il y a soit pas de plaisir, enfin quelque chose qui ne leur plaît pas, ou qu'il y a du stress, là, la tension, elle va complètement chuter. Donc, ça va y avoir cet effet de montagne russe. Voilà, en gros, oui, je peux compléter avant de... Justement, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Et après, je rebondirai avec plaisir. Je suis Margot Vibou, je suis actuellement dans l'association Votre École Chez Vous, qui intervient auprès d'élèves en situation de handicap ou de décrochage scolaire. Et j'ai aussi un cabinet libéral à Bioré. Et l'orthopédagogie, du coup, c'est pas pour les pieds. C'est un élève qui m'a dit ça cette semaine. Est-ce que tu travailles avec les pieds? Je lui ai dit non, pas du tout. Donc un pédagogue, c'était l'esclave, vous voyez, qui accompagnait les élèves sur le chemin de l'école. Et ortho, ça veut dire remettre droit et corriger. Donc on vient remédier aux difficultés d'apprentissage. Et si je peux compléter, du coup, le TDAH, c'est un trouble situationnel. Et nous, en pédagogie, c'est vraiment notre grande force, je trouve. C'est-à-dire que si on structure l'environnement, si on fait en sorte qu'il n'y a pas d'anxiété et qu'on provoque beaucoup de dopamine, on va avoir des bébés qui sont en grande capacité attentionnelle. Et c'est notre rôle, du coup, de structurer au maximum l'environnement pour qu'ils puissent apprendre avec bienveillance et envie. Merci Margot. Alors, dis-moi, quel est l'impact du TDAH à l'école et pourquoi? La première étape, c'est donc l'inhibition. C'est la capacité à s'auto-contrôler, donc le petit stop dans le cerveau. La deuxième étape, c'est l'inattention, donc l'incapacité à être concentré quand la tâche nous provoque du déplaisir ou de l'anxiété. Et ces deux actions cognitives sont les prémices de l'apprentissage. Donc quand je dois apprendre quelque chose, je dois être capable de m'arrêter et de contrôler mon attention vers l'exercice pour le faire entrer dans notre cerveau. Et nos élèves TDAH, s'ils sont en situation de déplaisir ou d'anxiété, ils sont incapables de rentrer les infos dans leur super cerveau. Je dirais que c'est la plus grosse entrave. Donc, dans un premier temps, il faut que l'élève soit disponible pour apprendre les besoins de base, manger, dormir, bouger. Et dans un second temps, il faut aussi qu'il soit assez régulé émotionnellement pour être capable de se concentrer sur la tâche proposée. Et puis par la suite, il y a certaines études qui ont démontré que les loulous avec un TDAH ont 30% de comorbidité, donc c'est-à-dire des troubles associés, et beaucoup d'autres qui ont juste des difficultés d'apprentissage ou qui ne sont pas encore diagnostiquées. Sinon, moi j'ai une question qui me vient, et je me dis, on a parlé du TDAH, de la situation, de comment ça se passe à l'école et l'impact, etc. J'ai une question, c'est comment on pose un diagnostic pour le TDAH, on peut le faire, c'est-à-dire est-ce que l'une de peut faire un diagnostic, on peut consulter des orthophonistes, on parle des diagnostics dans la poche, donc vraiment cette question-là, moi on va bien savoir si vous pouvez nous éclairer sur comment se pose le diagnostic d'un TDAH. Alors, le TDAH, c'est un diagnostic médical, donc c'est un médecin qui doit poser un diagnostic de TDAH. Pour ça, il peut avoir besoin de faire d'avoir en main des bilans autres, mais sinon, dans tous les cas, c'est le médecin, il n'a pas forcément besoin de bilans autres, dans l'absolu. Voilà, donc soit un neuropédiatre, soit un pédopsychiatre en général, parce qu'ils vont être plus sensibilisés en tout cas, mais n'importe quel médecin, théoriquement, pourrait poser un diagnostic. Un orthophoniste ne peut pas poser un diagnostic de TDAH. Il peut avoir des indices, des suspicions qu'il va du coup communiquer au médecin en disant bah voilà, moi j'ai vu ça, ça me paraît un petit peu, ça m'éveille, peut-être qu'il y aurait quelque chose au niveau de l'attention qu'il faudrait un peu explorer, mais nous on ne va pas poser de diagnostic de TDAH. Alors, plus concrètement, comment aider les élèves avec un TDAH face à leurs défis scolaires? Scolaire, peut-être plus toi, du coup. Je vais encore le répéter, mais l'environnement. Dans un premier temps, il faut structurer au maximum l'environnement avec, deuxième point, des personnes bienveillantes qui comprennent les difficultés d'un élève avec un TDAH. Et puis la troisième chose aussi, c'est du côté de la psychoéducation.
c'est quand on éduque du coup l'élève ou l'adulte sur ses propres difficultés pour qu'il puisse soit les expliciter ou mieux se comprendre. Et après, beaucoup de TDAH ont en plus un trouble des apprentissages. Donc, au niveau de l'orthophonie, on va intervenir de deux façons, sur deux plans. Soit un enfant a un TDAH et, pas de chance, fait partie des 30% qui, en plus, ont un trouble spécifique du langage écrit, un trouble de la cognition mathématique, un trouble spécifique du langage oral. Dans ce cas-là, nous, on va s'occuper du trouble des apprentissages ou du trouble du langage en tenant compte de la spécificité du TDAH. Ou bien, on peut aussi avoir les enfants, hein, puisqu'on parle de scolaire, avec un TDAH, peuvent avoir des troubles qui ressemblent à de la dyslexie, qui ressemblent à un trouble des ce qu'on appelait une dyscalculie avant. Mais en fait, c'en est pas. Donc déjà, une première chose qu'on va faire en orthophonie, c'est faire un bilan bien complet, bien précis, en croisant les informations pour faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire est-ce que les erreurs de lecture, les difficultés de lecture, les difficultés en mathématiques, est-ce qu'elles sont à cause du TDAH ou est-ce que y a un trouble spécifique et c'est majoré en plus par le TDAH, parce que du coup, on ne va pas agir de la même façon. Et qu'est-ce que je voulais dire, comment les aider? Et si c'est à cause du TDAH, dans ce cas-là, on ne peut pas guérir le TDAH, enfin, on ne peut pas trop agir sur le TDAH. Par contre, on va plutôt être sur des stratégies pour les aider à en tenir compte de leur TDAH. On n'a pas parlé aussi de la prise en charge médicamenteuse, peut-être dans... On a beaucoup parlé de la prise en charge médicamenteuse. Justement, je voulais parler, déjà poser une question par rapport à la rééducation. Est-ce que tu viens d'évoquer justement le fait que c'est pas directement sur le TDAH, mais c'est plutôt sur ce qui entoure le TDAH que tu peux agir? Oui. C'est bien ça? Alors, je ne sais pas si, je sais que vous n'êtes pas médecin et chacune a sa spécificité et sa spécialité, mais est-ce qu'on peut justement parler de la prise en charge du TDAH, ce que vous en savez en tout cas vous, parce que je sais que pour beaucoup, vous travaillez beaucoup avec une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire une équipe qui contient différents professionnels, pas que des orthophonistes, mais il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des psychologues, des neuropsychologues, il peut y avoir différents types de métiers qui composent au fait cette équipe. Et donc, je sais que vous échangez beaucoup là-dessus. Donc, quelles sont les prises en charge concrètement qui existent pour le TDAH? Est-ce que vous pouvez nous aiguiller là-dessus? Est-ce que vous en savez un peu plus? Je vais rebondir du coup sur le traitement médicamenteux. Actuellement, c'est donc le premier traitement, donc en première intention, c'est bien le traitement médicamenteux. S'il s'agit du coup d'un trouble primaire qui va permettre après à l'élève de mettre en place les stratégies nécessaires pour compenser ses difficultés. Et ça, du coup, c'est structuré par un neuropédiatre, un pédiatre ou pédopsychiatre. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que je crois que c'est le seul trouble neurodéveloppemental ou des apprentissages où il y a un traitement, quoi. Enfin, voilà. Mais il a très mauvaise presse, c'est pour des raisons X et Y, mais voilà. Le traitement, on voit vraiment la différence entre... alors, si c'est un enfant qui a vraiment un TDAH, hein, donc c'est le traitement pour ce trouble, enfin, il est fait pour ce trouble-là. Donc, c'est vrai que si on donne ce traitement-là à des enfants qui n'ont pas de TDAH, qui ont autre chose, ça ne va pas marcher, hein, forcément. Mais si c'est bien diagnostiqué, le traitement, on voit un avant et après. Et alors, l'enfant, il est tellement disponible, du coup, pour les séances, enfin, moi, ce que je vois, c'est les séances d'orthophonie. Hein, donc, il est tellement plus disponible pour ces séances d'orthophonie que les progrès, ils montent en flèche, quoi. Parce que sinon, sans ça, la séance, c'est, on arrive à avoir 5 minutes de travail efficace sur une demi-heure de autre chose. Voilà. Donc, alors qu'avec le traitement, là, avec une demi-heure de travail efficace, c'est beaucoup plus efficace. Et le traitement, du coup, sert à inhiber pendant un certain temps les premiers symptômes donc de l'inhibition. Donc là, les élèves sont capables de s'autoréguler sur les tâches et ils sont capables d'avoir un focus attentionnel, même sur des tâches qui leur provoquent du déplaisir et un petit peu d'anxiété. Donc ça nous permet vraiment beaucoup d'avancer au niveau des apprentissages et ce qui leur permet aussi, dans mon intérêt, de pouvoir travailler, vous savez, quand ils rentrent chez eux. Ils sont capables d'être focus sur la journée. Ils encodent un maximum d'informations et ils ne sont pas totalement au bout du rouleau le soir pour se remettre en action sur les tâches qui leur sont proposées le soir. Donc ça, c'est vraiment
important, le traitement, il est donc en première intention, quand il s'agit d'un trouble primaire. Et après, au niveau des autres prises en charge possibles, donc il y a l'orthophonie, hein, quand il y a des difficultés. Parce que nous, en fait, on a une nomenclature, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pathologies, d'actes qu'on est habilité à prendre en charge. Il n'y a pas d'acte TDAH en orthophonie. On n'est pas habilité à ça. Par contre, s'il y a à côté de ça un trouble du langage écrit, spécifique ou pas, enfin, voilà, un trouble du langage écrit, un trouble en cognition mathématique, un trouble du langage oral, là, on va agir là-dessus. Donc, en tenant compte des spécificités du TDAH, le fait de apaiser aussi les difficultés en langage écrit ou au niveau du langage oral, ça peut aussi diminuer par exemple l'anxiété et améliorer les symptômes du TDAH. Mais on ne va pas agir directement sur les symptômes du TDAH ou sinon, à part sur le côté situationnel, environnemental, on va structurer, etc. Après, il y a aussi les psychologues, donc soit neuropsychologues, donc là qui vont vraiment travailler sur l'attention, qui vont pouvoir faire un bilan attentionnel, qui vont pouvoir faire des exercices spécifiques par rapport à ça, ou des psychologues plus au niveau des émotions et du ressenti, parce que bah, c'est pas facile hein, au niveau des émotions de tout le temps, toute la journée. Enfin, il y a un manque de confiance en soi, parce qu'on a l'impression de pas... Enfin, tout le monde nous dit, mais concentre-toi, mais essaye, mais tu fais exprès. En plus, ça peut... quelqu'un en face qui ne connaît pas le trouble, très vite, les gens se disent, il fait exprès, il se moque de moi. Parce que ça nous paraît, ils ont du mal à comprendre, ils se disent, mais je viens de te le dire, enfin, et voilà, et ils répondent quand même autre chose, comme s'ils n'avaient pas écouté. Donc, ils vont très vite, chez les gens qui ne sont pas sensibilisés, qui connaissent mal le trouble, générer de l'agacement sur la personne en face. Et donc, un enfant, une personne qui, en face de soi, a tout le temps des personnes agacées qui finissent par s'énerver sur lui, bah, pour la confiance en soi, c'est dur, quoi. Prise en charge par un psychologue aussi pour ces aspects émotionnels, de confiance en soi, ça peut être intéressant. Les interactions sociales aussi. Les interactions sociales, tout à fait. Les groupes d'habilité en interaction sociale. Qui sont... Je parle d'interaction sociale, je parle d'habilité sociale. Est-ce que tu peux préciser, expliciter vraiment ce que c'est? Oui. Moi, je suis vraiment... Oui. Ouais. Moi, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est donc, les implicites. Donc, nous, dans notre profession, c'est beaucoup d'implicites scolaires. Ce sont toutes les tâches que les élèves sont censés faire sans qu'on leur ait dit qu'il fallait le faire. Bon, mais du coup, dans la vie quotidienne, il y a aussi beaucoup d'implicites dans les interactions sociales. Ce sont des codes sociaux qu'on acquiert de manière intuitive depuis qu'on est né. Et chez nous, TDAH qui ont des difficultés au niveau de l'inhibition et de l'attention, ils n'ont soit pas connaissance de ces codes ou ils ne sont pas en capacité de les appliquer. Et dans ces cas-là, il y a des groupes d'habileté sociale qui sont proposés à nos élèves pour pouvoir leur apprendre ces codes sociaux et pour être adaptés. On parlait d'inadaptation dans les interactions sociales. Ça leur permet du coup d'être plus adaptés, de se faire des copains, des camarades, de rester à l'école parce qu'on a aussi beaucoup de troubles du comportement avec le TDAH. Et ça vient du coup diminuer les symptômes. Mais toujours dans un apprentissage explicite. Ça, c'est important. Autant dans la pédagogie que dans les interactions sociales. On a parlé de prise en charge. On a parlé de l'orthophonie, il y a des psychologues. Pour le coup, moi, je me permets de rebondir parce qu'il y a encore d'autres professionnels qui peuvent accompagner le TDAH de manière totalement différente. On a des sophrologues, on a vraiment d'autres métiers qui vont venir accompagner sur un autre versant de TDAH. Travailler la thérapie, les émotions. Voilà, travailler sur la gestion des émotions. Il y a énormément de choses encore à faire avec d'autres types de professionnels. Mais si on reste sur la prise en charge, on a parlé de l'aspect médicamenteux. Quels sont les types d'aménagements qu'on met en place justement pour alléger, je ne sais pas si le mot est adapté, mais alléger l'impact du TDAH sur le quotidien? Est-ce que je sais que toutes les deux, vous pouvez aussi travailler avec des adultes. On parle beaucoup de l'aspect scolaire, mais si on pouvait parler globalement des aménagements sur l'aspect scolaire, mais aussi peut-être sur les adultes, je ne sais pas si ma question est précise. Oui. Ce qui est commun, c'est déjà la structuration, c'est-à-dire le fait d'avoir de la régularité de la structure. Déjà, ça va être plus rassurant, donc ça va enlever du stress. Et tout ce qui peut être automatisé, c'est-à-dire le fait de répéter quelque chose, on va finir par le faire de manière automatique.
Quelque chose qui est difficile dans le TDAH, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire quand on est dans une situation nouvelle, il n'y a pas de réponse automatique toute faite comme ça. Ce qui fait qu'on va devoir réfléchir, s'arrêter, planifier, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, c'est très coûteux en énergie et c'est très difficile chez une personne qui a un déficit en inhibition et donc chez les personnes qui ont un TDAH. A contrario, quand on fait les choses de manière automatique, ça demande zéro énergie au cerveau. Et ça, c'est facile, enfin, c'est possible pour une personne qui a un TDAH. Donc, tout ce qu'on peut faire au niveau routine, automatique, hein, toutes les choses qu'on fait le matin, on se lève, hop, on se brosse les dents. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de réfléchir sur comment vous allez faire vos dents, vous faites ça de manière automatique. Ou quand on arrive dans sa voiture, je m'assois, je mets ma ceinture, je mets la clé, etc. Ou passer les vitesses. Alors que quand j'ai appris à conduire, là, ça me demandait beaucoup d'énergie. J'étais épuisée au bout des 20 minutes de conduire, de aller hop, l'embrayage, le truc, le machin, et regarder en même temps la route. Alors que maintenant, bon, ça fait 20 ans que j'ai le permis, c'est bon, j'ai plus besoin, je me concentre juste sur où je veux aller. Donc, tout ce qui est automatisation, faire les choses de manière automatique, ça peut vraiment aider adultes comme enfants. Et ce qui est difficile, je rebondis avec les cerveaux TDAH, c'est qu'ils ont besoin de routine, mais ils détestent la routine. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Donc ouais, c'est vraiment, moi, c'est ma grande passion aussi. C'est-à-dire qu'au début, on va être obligé de les structurer. Il ne faut pas lâcher le temps que ça soit automatisé et qu'ils vivent des réussites. Une fois qu'ils sont placés en posture de réussite, ils seront motivés à continuer la routine. Mais au début, si on les laisse en autonomie, la routine, ils vont la regarder une fois, ils vont la faire une fois. Si on ne met pas un autre picto pour provoquer un petit peu d'intérêt et de dopamine, la deuxième fois, ils ne produiront pas la même séquence. Donc moi, je trouve que c'est ça intéressant, nous, en pédagogie, c'est qu'on est tout le temps obligé de reprovoquer du plaisir pour continuer les routines, les structurer, que ça réussisse et qu'ils veuillent bien continuer. Donc, si je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai beaucoup entendu l'une et l'autre évoquer justement l'aspect plaisir, l'aspect réussite, la dopamine justement, plaisir, réussite. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont deux leviers qui sont hyper importants pour accompagner le TDAH, en tout cas dans le quotidien? Je pense aux parents aussi, parce que les parents, à force d'être confrontés, on est obligé d'inventer, de se réinventer. Je sais quoi faire. Donc, on se réinvente à chaque fois, mais est-ce qu'on peut dire que ce sont deux leviers sur lesquels on peut vraiment actionner quelque chose pour les personnes qui ont un TDAH? Même quand on est adulte, pour le coup, si on fait le lien avec ta dernière question, c'est-à-dire que quand on devient adulte, on devient responsable de son environnement. Ce ne sont plus nos parents. Donc, c'est à nous maintenant de prendre le rôle de structurer notre environnement, donc nos amis, notre travail, nos activités extra-professionnelles, pour que ça puisse convenir au mieux à nos particularités. Et je trouve que ça redonne aussi du contrôle du coup aux individus. Alors moi j'ai une autre question, ce serait concernant les devoirs. Comment les accompagner, comment les accompagner au mieux dans la gestion de leurs devoirs, sachant qu'ils ont une journée assez intense, où ils ont dû compenser énormément, ils ont dû s'adapter, ne pas bouger sur la chaise, etc. Quand vient le moment des devoirs, on sait tous en tant que parents que déjà les devoirs de façon générale, c'est pas toujours la partie la plus joyeuse quand on arrive à la maison, mais quand on a un TDAH, comment on peut les accompagner au mieux dans la gestion de leurs devoirs? Je dirais que dans un premier temps, cela dépend du profil d'élève, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes. Déjà, si l'élève est sous traitement médicamenteux, ou s'il n'en a pas. On va regarder aussi son environnement familial, son environnement en termes pédagogiques, ce qui s'est passé à l'école, et on va ajuster du coup nos attentes le soir. Ça, c'est une première chose. Il faut vraiment être dans la bienveillance concernant leurs difficultés. Si l'élève pouvait le faire de manière sereine et avec envie, il le ferait. C'est-à-dire que personne n'aime être en difficulté, personne n'aime rentrer en opposition avec les gens que l'on aime. Donc, encore une fois, une bienveillance et une prise en compte globale de l'enfant. Et ensuite, en fonction de l'âge, on vient mettre en place du coup des stratégies pour l'aider à automatiser les routines gagnantes et les stratégies gagnantes d'apprentissage pour qu'il puisse être en posture de réussite et après être motivé
pour continuer. Ça, c'est important, encore une fois. Déjà, pour la réussite, il faut déjà avoir, comme tu l'expliquais tout à l'heure, du plaisir, parce que c'est ce qui actionne en fait par la suite la motivation. C'est ça. Si on est constamment en échec, etc., on ne va pas forcément, ça va être moteur pour la suite. Nous, on appelle ça du coup le sentiment de compétence. Quand on veut faire une tâche, du coup, notre cerveau va l'évaluer. Est-ce que je pense que je peux le faire ou est-ce que je pense que je suis déjà en difficulté? Et si je pense que je suis déjà en difficulté, je ne vais pas me mettre en action pour le faire. Et vu que nos loulous ont souvent soit des comorbidités ou des difficultés d'apprentissage, chaque tâche, oui, ce sont les troubles associés qu'on peut avoir quand on a un TDAH, tout ce qui a été évoqué antérieurement, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Le mot est très moche, mais c'est ce que ça veut dire. C'est plusieurs troubles en même temps. Voilà. Quand même morbide. Ça... C'est vrai. Des choses qui se rajoutent au TDAH. Donc, pas de chance, souvent, on a un petit melting pot de difficultés, puisque l'inhibition et l'attention, c'est bien les prémices de tout apprentissage. Donc, si on n'est pas capable d'être autonome sur ces deux tâches-là, c'est compliqué après de se mettre sur les tâches. Et pour les parents, moi, ça me fait un petit peu plus penser à mon expérience que je connais avec mes enfants. Fractionner les devoirs. C'est ce que j'allais suggérer. Je sais que ma fille, alors d'un enfant à un autre, ça peut être différent, bien sûr, mais par exemple, nous, on avait trouvé, c'était la douche. Et même maintenant, elle a sur ses 16 ans, la douche, alors déjà, elle est un peu trop ambitieuse, en fonction de ce qui s'est passé dans la journée, et puis aussi, en fait, ce qui l'aide à décharger. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle imagine quand elle est sur la douche, etc. Mais elle ressort, elle dit c'est un peu bancal. Et voilà, et en fait, ça l'aide. Moi, elle me dit, en fait, ça me pose, et du coup, je peux reprendre ensuite mon exercice qui me suit, il y a plus de temps. Voilà, elle est un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on est dans le plaisir, du coup? Et aussi le stade de décompensation nécessaire, du coup, quand on rentre de l'école. Ça, c'est important. Même nous, adultes, quand on rentre du travail, on a parfois besoin d'un stade pour décompenser avant de pouvoir faire à manger, les tâches ménagères ou autres. Et ce temps-là, il est vraiment essentiel pour eux. Après, il faut qu'il soit structuré parce que ce temps de décompensation, il peut parfois beaucoup aller sur les écrans ou d'autres tâches qui vont les hyperstimuler avant la tâche des devoirs qui est beaucoup moins stimulante. Donc, il faut aussi structurer ce temps-là, mais il est vraiment important pour les laisser décharger, avancer. Et pour les devoirs, effectivement, fractionner, donc si possible, anticiper pour pouvoir découper au maximum sur toute la semaine les devoirs qu'il y a à faire, parce que c'est plus facile de maintenir son attention sur des moments, une suite de moments courts avec des petites pauses entre deux. C'est un peu comme, souvent on prend la métaphore d'une poutre, enfin, maintenir son attention, c'est comme marcher sur une poutre. Donc c'est plus facile de ne pas tomber sur plusieurs petites poutres avec des trucs pour se reposer entre deux que sur une longue poutre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et sur le traitement, justement, souvent on le donne le matin pour l'école et le soir, il fait plus effet parfois. Donc, faut être créatif. Peut-être que parfois, si tout le monde est lève tôt dans la famille, prendre un petit temps le matin, par exemple, ou à un autre moment, ou plus le week-end, un moment où le traitement va peut-être plus faire effet, ça peut peut-être être, voilà, faut pas forcément rester, faut un peu s'ouvrir l'esprit, être créatif. Les devoirs, c'est pas forcément le soir en rentrant de l'école. Voilà, on peut être imaginatif et penser différentes choses. La douche au milieu, enfin voilà, faut pas s'interdire. Oui. Et je rebondis sur le mot anticipation que tu as dit tout à l'heure. On est bien d'accord que cette anticipation-là, on va aider nos élèves du coup à l'acquérir, mais on ne va pas leur demander voilà, de le faire en autonomie, tout seul. Ils ne sont pas encore capables de le faire. Ça, c'est important parce que c'est vraiment, nous, en orthopédagogie, une plainte qu'on a souvent. Donc, des élèves qui ont des difficultés à s'organiser, à anticiper et à planifier. Et Camille parlait tout à l'heure des fonctions exécutives. Et nos élèves ont donc 30% de retard de maturation cérébrale sur ces fonctions-là. Ce qui veut dire que quand un élève rentre à l'école, du collège, on va dire 11-12 ans, il a des capacités d'organisation et de planification d'un élève de CP, de 7 ans. C'est-à-dire que même s'il veut le faire, il ne peut pas le faire. Donc, c'est encore une fois l'équipe parentale ou si vous avez de l'aide au niveau des devoirs, de l'aider à anticiper, à fractionner et à créer des routines gagnantes pour lui. Après, à côté, on va lui enseigner les stratégies d'anticipation et de planification pour qu'il devienne autonome, mais ça sera bien plus tard. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place quand il est au collège, il sera autonome
dans très longtemps. Mais c'est important, les petites graines que vous semez maintenant. Oui, une question qui me vient avec ce que je fais un peu. La première, c'est, je parle d'autonomie. Donc, on parle là, on a beaucoup parlé sur le versant devoir, donc autonomie. Du coup, à l'école, concrètement, sur une journée, c'est un élève qui peut être autonome ou qui ne peut pas être autonome. Parce qu'on a beaucoup de retours d'enseignants ou de parents qui disent il est grand, il doit apprendre à être autonome. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup reçu ça en tant que parent. Mais on met en place ces aménagements en attendant qu'il soit autonome. Ou voilà, il faut qu'il soit autonome, il faut qu'il se prenne en charge, etc. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que sur une journée d'école, c'est un élève qui a besoin aussi d'être guidé sur ce plan-là? Oui, alors, tu parlais de psychoéducation, moi je dirais psychoéducation aussi de l'entourage. Je trouve qu'une des premières choses vraiment à faire, c'est que l'enseignant, enfin que l'équipe enseignante, enfin que l'équipe qui entoure l'enfant en tout cas, comprenne le trouble. Parce que c'est un trouble qui peut paraître étrange, qui est difficile à comprendre, mais une fois qu'on a compris, c'est 2-3 petites choses assez simples, hein, cette histoire de plaisir, pas de stress, fractionné, il y a 2-3 petites clés en fait pour comprendre. Quand on a compris ça, et ben c'est beaucoup plus simple et les idées d'aménagement, elles viennent c'est une histoire de bon sens une fois qu'on a cette grille de lecture. Donc première chose, ça serait d'informer l'enseignant et c'est pour ça que c'est si important toutes ces actions de sensibilisation que vous faites pour que de plus en plus de gens comprennent ce que c'est que ce trouble du TDAH. Donc première chose, ça serait ça. Et moi, quand je vais dans les réunions scolaires, c'est la première chose que je fais, c'est j'explique c'est quoi le trouble et en quoi ça consiste. Avant de dire il faut faire tel aménagement et de faire des listes. Et après, effectivement, il faut structurer. S'il faut structurer à la maison, il faut structurer à l'école aussi de la même manière. Et sur ces points-là, il y a plusieurs choses qui sont faciles à mettre en place. Au niveau des symptômes, on a donc aussi l'hyperactivité qui peut être motrice et après mentale. Et ça, je pense que les enseignants maintenant ont assez automatisé les petits gadgets qui vont permettre à nos élèves de trifouiller quelque chose pour rester focus sur la tâche demandée, sachant que c'est quelque chose qui peut être proposé à tous les élèves, hein, c'est pas que pour nos élèves TDAH. Donc au niveau de l'hyperactivité, c'est permettre ces temps-là et aussi ces temps de décharge. Vous savez, on a beaucoup de collégiens qui ont encore vraiment besoin de bouger sur les temps de récréation, alors qu'au niveau des interactions sociales, au collège, c'est beaucoup plus de discussion. Et ça, c'est vraiment difficile pour nos élèves. Ils ont vraiment besoin de courir, d'être libres. Donc ça, c'est aussi en discuter avec l'établissement pour créer ces moments de décharge où ils peuvent vraiment libérer cette tension par le mouvement. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une chose importante, c'est l'affectif. On sait que chez nos élèves, c'est très important. Et que la relation élève-enseignant est un des premiers facteurs de réussite. Donc, c'est aussi à l'enseignant de faire en sorte de ne pas perdre la confiance de l'élève et de l'aider à vivre des réussites toute l'année pour qu'il puisse continuer à aller à l'école avec envie, plaisir et sans anxiété. Parce que s'il n'y a pas de plaisir et qu'il y a de l'anxiété, il ne pourra pas du tout être efficace sur la journée. Est-ce que vous avez des questions à poser à Margot ou à Camille? Quelques mots. Moi, j'en ai deux. Je me questionne, tout à l'heure, vous avez parlé de cette fameuse attention et des écrans. Moi, j'ai fait une différence sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, sur l'attention générale des enfants qui sont tout le temps sur les TikTok et on va le citer, et qui du coup ont des images de musique de 2 secondes, et on zappe, et qui ont de plus en plus de mal à se concentrer aussi sur des activités qui vont durer un petit peu plus longtemps. Moi j'ai beaucoup entendu IETDA, voilà, TDAH, parce qu'il ne sait pas se concentrer, voilà. Mais je me questionne, est-ce qu'il y a une différence entre tous ces enfants, beaucoup d'enfants qui n'ont plus l'attention, qui n'arrivent pas à maintenir une attention longue à cause, je pense que ça participe beaucoup à ça, et un TDA qui a vraiment une dysrégulation et qui, voilà, c'est compliqué pour lui. C'est ma première question, parce que voilà, c'est quelque chose qui revient souvent dans le cabinet, de cet automatisme de il a un TDAH, comme je pourrais dire aussi, il bouge tout le temps, donc il a un TDAH. Non, c'est un enfant. Oui. Voilà. Comment
Alors, effectivement, c'est pas la même chose. Hein. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc on est comme ça, en fait. Enfin, ça ne se voit pas forcément tout de suite, mais c'est quelque chose qui est... Enfin, on est comme ça, c'est intrinsèque. Voilà, ça va se manifester après. Alors que, même si les symptômes vont évoluer en fonction de l'environnement et de la situation, c'est pas à cause de l'environnement. Alors que les difficultés attentionnelles qu'on peut avoir à cause alors pas des écrans en général, mais d'une surconsommation d'écrans et du type de contenu des écrans, on va dire justement les choses où on zappe beaucoup, ça va être quelque chose qui va être situationnel. Et la différence qu'on peut faire, un moyen très simple de faire la différence, c'est si on arrête les écrans pendant un certain temps, il n'y a plus de problème chez ces enfants-là. Alors qu'un enfant TDAH, on peut arrêter tous les écrans qu'on veut, il y a toujours le TDAH. Donc déjà, rien que ça, ça permet de faire le diagnostic différentiel. Après, sinon, un bilan un peu poussé, pluridisciplinaire, pourra aussi faire la différence. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? C'était ça. Oui, alors les choses qui zappent comme ça, c'est parce que tous ces contenus comme ça où on demande de zapper et avec des petites récompenses, des choses qui clignotent, qui vont très vite, etc., c'est fait pour faire des shoots de dopamine tout le temps. Et il y a une habituation comme ça à la dopamine, et donc plus ça va, plus ils ont besoin de dopamine, et voilà, ils vont être junkies de la dopamine, quoi, on va dire. Enfin, voilà. Oui. Et après, forcément, les devoirs, c'est beaucoup. Dopamine. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Il y a beaucoup de chaînes de pédagogie, oui. Parce qu'après, du coup, pour les devoirs, parce qu'il faut du plaisir, etc., bah, faut rivaliser avec ça, parce que comme il y a besoin d'encore plus, hein, comme des gens accros, voilà, comme des drogués de dopamine, et bah, comme il y a une habituation, et bah, après, pour avoir du plaisir pendant les devoirs, faut y aller fort, quoi, du coup, donc c'est plus difficile. J'avais une question sur un médecin, on ne pas un médecin, mais je ne pense pas que tous les médecins généralistes, soient assez formés pour ce type de trouble. J'ai un doute. Et puis sur le médicament en question, c'est pareil. Oui, non, il ne pas. Oui. Concrètement, parce qu'un médecin, il va pas me dire bon, bah voilà, vous prenez ça, vous êtes tranquille, enfin voilà, vous êtes tranquille. Donc, est-ce que vous pouvez un peu plus me poser cette question-là? Parce que dans la vraie vie, je vous donner plein d'exemples, mais c'est pas que ça se passe concrètement. Il y a peu de professionnels quand même de santé, encore aujourd'hui, même si on est dans une grande agglomération, qui ont la capacité de nous aider en tant que parents. Aider nos chers enfants qui ont plein de souffrance. Donc, voilà. Vous pouvez préciser les choses. Oui. Alors, j'ai dit médecin en général, parce que légalement, enfin sur le côté légal, etc., les paramédicaux ne peuvent pas poser un diagnostic de TDAH. Nous, on peut poser un diagnostic de trouble du langage écrit, de trouble du langage oral, mais pas de TDAH en tout cas. Donc, n'importe quel médecin, en théorie, pourrait poser le diagnostic. Après, effectivement, les médecins généralistes, en général, ne sont pas suffisamment formés, mais ils peuvent réorienter. Après, faire un courrier orienté, c'est plutôt neuropédiatre, psychiatre, pas tous les psychiatres, mais enfin voilà, en tout cas tous les neuropédiatres, ça c'est sûr. Et pour la prescription, effectivement, de méthylphénidate, donc la Ritaline, avec ça. C'est pas tous les médecins, il faut que ce soit un médecin en plus qui soit hospitalier pour la première prescription. Après, le renouvellement, il peut être fait par d'autres médecins, mais c'est très compliqué. Et effectivement, dans notre agglomération, c'est compliqué d'avoir un médecin qui accepte de poser un diagnostic et qui accepte de prescrire. Alors, je vais me permettre de rebondir là-dessus. Il faut prendre en considération, c'est très important, on a beau être dans une grande métropole, on a un sérieux déficit en termes sur un plan purement médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la petite blague, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on est en concurrence avec la Creuse. Une année, c'est la Creuse qui gagne le palmarès, et puis une année, c'est... Voilà, on a quand même beaucoup de latence là-dessus. Donc, en effet, les familles rencontrent énormément de difficultés pour pouvoir avoir un médecin qui soit aussi formé. Après, il y a une liste de médecins donc, qui est diffusée par le CRPLA qui ont été sensibilisés. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a un DU, un diplôme universitaire qui a été créé et qui forme actuellement beaucoup de médecins généralistes
sur justement la prise en charge des TND. On n'est pas encore au maximum, on n'est pas encore, c'est pas optimum, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Donc ça, il faut en avoir conscience. Mais en effet, aujourd'hui, en tout cas sur la Normandie, on a un gros déficit d'accompagnement. On a pratiquement plus que les psychiatres. On a les médecins scolaires, les médecins généralistes sont débordés et peu formés là-dessus. Donc ça, c'est une réalité de terrain. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, ce que Camille et Margot sont en train d'avancer comme éléments, ce sont des éléments aussi qui sont liés à leur expérience. C'est vrai que ce que rencontrent les familles, c'est très malmenant. C'est très compliqué. On peut en parler, nous, parce avant d'avoir créé l'association, nous sommes des familles impactées par les TND, donc on connaît la difficulté que peuvent rencontrer les familles au quotidien et dans l'accompagnement de leurs enfants auprès des écoles de trouver un professionnel. Donc c'est une réalité, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. C'est compliqué, mais ça avance. Il y a des espoir. Alors moi, j'ai appris hier, mais j'ai appris hier qu'à l'hôpital, il faut aller à Paris, mais à l'hôpital de Sainte-Anne, il y aurait depuis quelques temps, alors je crois que ça fait 1 ou 2 ans, c'est pas très vieux, un service dédié vraiment au TDAH. Donc forcément, c'est Paris, ils doivent être hyper sollicités. J'ai rencontré un adulte HPI et TDAH hier, qui m'expliquait qu'il a dû aller justement sur Paris à l'hôpital Sainte-Anne pour se faire diagnostiquer, mais il a fallu qu'il attende 2 ans quand même. Donc oui, ça doit être 2-3 ans que ce service existe. Après voilà, je partage l'information parce que c'est des aides. Après, on a des professionnels qui peuvent faire des diagnostics dans la région quand même, hein, mais les délais sont extrêmement longs. Les délais sont très longs, mais en même temps, on parle aussi de 2 ans. Voilà. À Sainte-Anne. Voilà. En tout cas, c'est un service qui est vraiment dédié au TDAH. Et là, il y a eu les assises de la pédiatrie, je ne sais pas si vous avez entendu parler au ministère de la Santé, et les troubles neurodéveloppementaux étaient un des grands axes des assises de la pédiatrie. Donc, on peut aussi avoir un peu d'espoir par rapport à ça. Bon, et moi, je vais rebondir. Il y avait une deuxième question. Ah, pardon. C'est notre idée. Imaginez. Par contre, dans l'imaginaire, Ça, c'est imaginons. On suspecte un TDAH chez des enfants qui approchent de la majorité et qui doivent faire sa vie toute seule, etc. Tout à l'heure, vous parliez d'automatisme, de routine, d'organisation et tout ça. Imaginons toujours que cette personne-là n'a absolument pas tout ça. Et pas encore. Pas encore, tout à fait. Mais que là, il y a ce passage dans la vie adulte, dans l'autonomie et l'indépendance, mais voilà, pas encore les clés et les outils. Est-ce que c'est trop tard? Comment mettre en place, en fait, en abordant l'âge adulte, ce palier, en fait, entre l'accompagnement scolaire qui aurait pu être fait et qui n'a pas été fait parce que ça n'allait pas, et ce passage à la vie adulte, là, par exemple, la fac, c'est 100% autonome. L'appartement, c'est 100% autonome. Comment ça se passe? C'est jamais trop tard. Le cerveau est plastique, il se modifie tout au long de la vie. Donc ça, c'est important de le dire aussi à nos élèves. Il ne faut pas du tout qu'ils aient un état d'esprit fixiste. Il faut qu'ils aient un état d'esprit dynamique pour pouvoir continuer à mettre des choses en place, pour avoir de l'espoir qu'un jour, ils vont être dans une autonomie possible. Donc ça, c'est une première chose. Et il faut se dire donc qu'à l'âge de 18 ans, nos élèves n'ont pas les capacités d'organisation d'une personne de 18 ans. Et donc, on doit encore les structurer, les accompagner, tout en construisant leur autonomie. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que si on vient toujours, du coup, en béquille et en structurant, eux, ils roulent, hein, ils réussissent et ça fonctionne bien, mais ils ne construisent pas leur autonomie à côté. Donc, effectivement, il y a ce rôle de structuration, mais il y a aussi ce rôle d'autonomie, de construire leur autonomie, un objectif à la fois, toujours, et enseigner de manière explicite, toujours. est-ce que tu peux donner un exemple? Voilà, il y avait... Je vais témoigner. Je vais témoigner parce que j'ai la chance d'avoir une fille qui a été accompagnée par Margot, mais parce que, et qui était extrêmement pas autonome. En fait, on devait tout le temps
accompagné, même le matin, elle sonnait 4 fois pour qu'il se lave les dents, et il était absolument autonome. Et c'est vrai que, au fur et à mesure de l'accompagnement, pour montrer que ça s'acquiert, au fur et à mesure de l'accompagnement, il a gagné en autonomie de plus en plus. Et aujourd'hui, moi j'ai un fils de 15 ans, qui a beau être en plus qui apprend à être autonome et qui le fait par lui-même. C'est-à-dire que des fois, il me dit maman, j'apprends à faire les maths parce qu'un jour, j'en aurai besoin. Et c'est pour expliquer, je suis passée d'un enfant qui était totalement, en fait, où on structurait le truc pour lui, parce qu'on ne le voyait pas être capable de le faire, à aujourd'hui, un enfant qui a envie et a compris et accède à l'autonomie. Évidemment, en effet, il est trop tard, en effet, il ne faut pas le lâcher sur la structure, mais par contre, il fait par lui-même, c'est lui qui fait ses devoirs, c'est lui qui a su parole, il y a beaucoup de choses. Et moi, je trouve que justement, c'est fabuleux de voir à quel point, quand on aide ces enfants, quand on leur donne une structure, quand on leur donne des réussites, parce qu'en fait, c'est passé par plein de réussites, mini-réussites qu'il a eues, et il s'est dit, je suis capable, je suis capable, je suis capable. Aujourd'hui, ils se sont capables, voilà, il a peut-être parfois des problèmes avec comme d'autres, mais il continue. Et voilà, je voulais partager parce que je trouve que c'est intéressant d'illustrer à quoi ça sert. C'est vraiment très utile. Je résume. Ouais. Quelque chose de très important que tu disais, c'était un pas à la fois. C'est-à-dire que sur ces personnes qui vont s'engager tardivement, à l'âge adulte ou fin d'adolescence, comme ça, dans ce processus, et ben, ils commencent là où ils commencent, mais il n'empêche qu'ils commencent quand même. Et donc, on peut avoir tendance à se comparer avec les personnes du même âge et de voir soit l'écart et donc de juger, soit pour la personne elle-même, de se dire « Ah là là, mais ça, je devrais savoir le faire, je devrais… » et donc de vouloir tout de suite aller trop vite et de vouloir tout de suite récupérer exactement ce que font les autres. Donc, ça peut être soit du jugement de soi-même ou pour l'entourage, de l'impatience ou de l'anxiété de « Oh là là, mais là, il va rentrer à la fac et il faudrait ça. » Oui, un pas à la fois quand même. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Plus on commence tôt, mieux c'est, mais c'est jamais trop tard. Commencer maintenant, c'est toujours mieux que commencer jamais. Mais il n'empêche qu'on est quand même en train de commencer. Voilà, donc un pas à la fois et voilà, pas trop d'exigences, tranquille. Je vais rebondir juste sur du coup TDAH adulte. Il y a aussi tout ce qui est l'apprentissage, vous savez, du budget et de gérer du coup ses économies. Et ça, c'est quelque chose pareil qu'on apprend normalement de manière intuitive, ou alors si on a la chance qu'un jour il y a quelqu'un qui s'assoit avec nous pour nous expliciter comment faire. Mais ce sont des choses, vous savez, qu'il va falloir encore une fois enseigner, structurer et mener vers l'autonomie, même sur des choses qu'on pense. Merci. Il y avait une question dans le livre, oui. Je ne sais pas comment la question, c'était juste un témoignage que je viens de diagnostiquer le TDAH et le dyslexique léger. D'accord. Et puis, ça m'a demandé par rapport à la question. Quand j'ai vu aussi pour les choses que posait, le groupe de thème pour les amis, on était vraiment un vecteur en fait d'accompagnement pour les gestions du budget, pour les quotidiens.